Bonjour et bienvenue dans votre émission 4e de couverture. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de ce magnifique livre biographique intitulé « Briser les chaînes de la pauvreté, ma longue marche de Ziguinchor aux Nations Unies ». C'est un livre de André-François Carvalho qui nous montre que partir de rien pour devenir quelqu'un un jour, c'est possible si on se donne les moyens. Mais qui de mieux placé que l'auteur pour nous parler de ce magnifique livre. Bonjour. Bonjour. André-François Carvalho, bienvenue dans 4e de couverture. Merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors, Briser les chaînes de la pauvreté, c'est un livre biographique où vous expliquez votre parcours d'un jeune de Ziguinchor qui va finir par une très belle carrière aux Nations Unies. En écrivant ce livre, quelles ont été vos ambitions? Mon ambition en écrivant ce livre était premièrement de laisser des traces pour mes enfants. Et donc initialement, une idée de livre m'a traité dans la tête, surtout depuis mon avant-dernière affectation qui était en Allemagne. Et je différais tout le temps l'écriture de ce livre. Finalement, le facteur déclencheur, c'est ma survie à l'accident d'hélicoptère de Missira en mars 2008. Mon épouse et moi étions parmi les survivants. Et depuis cet événement, je me suis senti investi de la mission, d'abord de dire ce qui s'est passé, mais cela a déclenché plus que le simple désir de raconter ce qui s'est passé. Parce que ça m'a fait réaliser que toute ma vie était en fait une vie de miracle. Que le Très-Haut m'a vraiment comblé de largesse, m'a sorti de tellement de pièges et a placé sur mon chemin des gens qui m'ont ouvert des portes et j'ai voulu témoigner de tout cela. Une autre raison qui m'a poussé, c'est que j'ai passé effectivement une trentaine d'années au service des Nations Unies. J'ai travaillé avec des gens de ma génération. Nous avons fait un cheminement ensemble. Nous avons traversé différentes phases d'évolution des conceptions sur l'aide au développement et sur la pratique de l'aide internationale au développement. Nous avons dû nous adapter et nous ajuster tout le temps, non seulement à ces changements de paradigme, mais aussi et surtout aux pays dans lesquels nous avons travaillé, parce qu'il fallait adapter tout ce qu'on nous disait de faire aux réalités du pays. Et j'ai constaté que la très grande majorité d'entre nous partaient à la retraite et ne laissaient rien derrière. J'ai dit que donc, en leur nom, au nom de ceux qui ont travaillé avec moi, je voulais retracer un peu notre parcours et expliquer aux gens ce que sous le manteau de fonctionnaire des Nations Unies, nous avons fait. Et c'était un travail concret. Et avec la plupart de ces gens, nous avons plutôt travaillé pour améliorer le sort des démunis. Des États démunis d'abord. En manque d'institutions, il a fallu créer des institutions pour conduire le développement, parce que notre orientation, c'était plus au départ le développement. Et de notre côté, les couches les plus vulnérables des populations des pays dans lesquels nous servions. Nous avons essayé de concentrer l'essentiel de notre attention à ces populations. Le troisième élément qui m'a conduit en fait à écrire ce livre, c'est nous avons fait tout ça. C'est une histoire. Elle sera retracée en termes généraux dans des livres, mais ceux qui ont pris notre relais dans le travail de développement des Nations Unies peut-être ne savent pas exactement ce qui s'est passé. Ils liront dans les livres, mais là, à travers des exemples vivants, j'ai voulu leur dire, voilà, nous avons traversé toutes ces tempêtes, voilà comment nous avons ajusté nos voiles
et nos navires. Et comme ça vous sert de leçon d'histoire. Ce que nous faisions était peut-être beaucoup plus grand en termes d'amplitude que ce que vous faites maintenant. Mais c'est de vous donner en fait une leçon que l'adaptabilité, l'ajustement perpétuel et surtout la persévérance. Il ne faut jamais se décourager, il faut toujours s'adapter. Donc ça, c'était aussi pour eux, pour la nouvelle génération qui nous a remplacés dans le contexte du travail du développement international. Enfin, je voulais rendre hommage. C'est un livre hommage aux femmes qui m'ont fait. Ma grand-mère, ma mère, mon épouse, et puis toute une série d'autres personnes qui ont gravité autour de moi. Et je voudrais en particulier mentionner le défunt magistrat Louis Pereira de Carvalho, qui a été un mentor et un exemple par la façon dont je l'ai vu vivre sa vie. D'accord. En tout cas, c'est une très belle résolution, très importante aussi pour, comme vous le dites, ceux qui sont venus après vous, que ça soit aussi pour l'hommage, pour la belle description de tout ce qui a été fait pendant votre parcours et tout. Mais bien vrai que vous dites qu'il y a eu des miracles tout au long de votre vie, il y a eu cette base-là. Donc pour vous, quel est au fait ce cocktail-là qu'il faut pour parvenir au stade où vous êtes arrivé? D'abord, il fallait avoir un objectif de vie. Un objectif de vie. J'ai vécu dans un milieu modeste. J'ai vécu auprès de communautés qui étaient recroquevillées sur elles-mêmes et qui semblaient manquer d'ambition. Et en grandissant et en voyant tout ça, ça me révoltait. Je dis qu'il fallait faire quelque chose, qu'il était possible de changer les choses et que ceux qui vivaient à l'aisance ne devaient pas être juste dans de petites poches d'affluence. Voilà, c'est le déclic. Il fallait multiplier l'affluence pour pratiquement tout le monde. Et ça m'a guidé. Mais pour sortir de là, il fallait évidemment sortir de son milieu. Et le moyen que j'ai trouvé, c'était l'école. L'école a servi doublement. D'abord, l'école m'a donné ma place dans la société parce qu'à 4 ans, j'ai eu un accident médical au niveau de la jambe qui a failli donc me faire perdre l'usage de ma jambe droite. Donc, je n'avais pas les attributs physiques pour jouer au football avec mes amis, pour aller à la pêche et autres. Donc, il fallait que je trouve quelque chose qui me permette de compenser ce manque de solidité physique. L'école m'a ouvert une voie royale pour ça. Bon, j'ai eu la chance d'aimer très tôt l'école. J'ai eu la chance d'aimer très tôt l'enseignement aussi que l'Église catholique me donnait. Et les deux combinés, plus la base solide que ma grand-mère et ma mère m'avaient donnée en termes d'éducation. Cette base solide-là, j'aimerais que nous revenions sur l'éducation que vous avez reçue de ces deux femmes-là, que vous avez bien mentionnées tout au long du livre. Voilà, l'éducation de ces deux femmes, en fait, ça va au-delà de ces deux femmes. Il y a plusieurs niveaux. Il y a ces deux femmes au niveau de la maison, il y a la communauté dans laquelle j'ai vécu, et puis le grand Ziguinchor, qui était organisé de telle façon qu'on encadrait l'enfance et la jeunesse d'une façon qui permette d'avoir des valeurs cardinales. Il fallait d'abord avoir le sens de la vertu, l'honnêteté, l'intégrité, l'ardeur au travail, la résilience devant les épreuves et surtout l'important c'était le sens du vivre ensemble, de l'amitié et de la famille. Donc ces fondations étaient là et elles permettaient en fait de contenir un peu l'élan de la jeunesse. Et c'était rare de notre temps de voir des jeunes déraper. Il y en avait quelques-uns, mais très vite, ils se sentaient tellement mal à l'aise qu'ils quittaient Ziguinchor parce qu'ils ne se sentaient pas à leur place. Il y avait donc la maison où il y avait la rigueur, la discipline. Il y avait une distribution des tâches dans la maison. Il n'y avait pas femmes et hommes.
Chacun avait ses tâches et on ne pouvait aller jouer au football qu'après avoir fait les tâches domestiques. Cette forme d'éducation, malheureusement, qui a peut-être changé, mais de ma faute, de la faute de votre génération, parce que nous avons dit que la rigueur était discriminatoire, était contre les droits de l'enfant. Et donc, c'est une façon de voir les choses, mais nous, ça nous a servi. Cette discipline, cette rigueur nous a servi parce qu'elle a permis de nous aider à orienter notre vie et à conduire ce que nous devions faire dans une certaine structure et avec une ambition bien précise. Vous aviez demandé qu'est-ce qui détermine tout. D'abord, c'est l'objectif de vie. On a une ambition. Mon ambition, elle était à la fois personnelle, mais bien au-delà. Je voulais servir. Je voulais effectivement améliorer mes conditions matérielles, améliorer celles de ma famille élargie, mais je voulais aussi servir les autres. Et donc, heureusement pour moi, les Nations Unies m'ont offert cette plateforme. Elles m'ont offert la plateforme de pouvoir agir à une échelle qui allait bien au-delà de ce que j'imaginais. Et donc, c'est l'occasion pour moi de remercier encore cette organisation qui a été en fait l'encre de ma vie et qui m'a aidé à devenir ce que j'ai pu devenir. En tout cas, en vous lisant, on voit toute l'humilité. En vous parlant aussi, on voit l'humilité. Et donc, pour vous, en tant que cadre de la Casamance, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes-là de la Casamance qui pensent que, bien vrai qu'il y a les ressources, là je peux parler pour ma propre part, qu'il y a des ressources et tout, on a l'impression que rien ne change, que rien ne bouge. Rien ne change, rien ne bouge, mais c'est en fait la structuration même de la vie et de ce qui constitue l'activité et le développement de la région. Nous, de notre temps, arrivé à un certain niveau d'études, il fallait partir. Parce qu'il n'y avait pas d'institution d'enseignement supérieur. Il fallait aller à l'extérieur, ou même quand on faisait de l'enseignement professionnel, pouvoir aller dans les autres villes secondaires où il y avait des écoles spécialisées. Évidemment, une fois qu'on allait assez jeune et qu'on faisait des rencontres, même quand on revenait pour se marier, on retournait en affectation quelque part, ce qui fait que la région, au fur et à mesure, a perdu ce qui pouvait être les cadres qui dirigent son développement. C'est pas nécessairement une fuite de cerveau comme on l'observe aujourd'hui. C'était ce qu'on j'appelais à l'époque, je me rappelle d'ailleurs les discussions que j'avais avec le gouverneur de la région de Casamance, j'avais dit que j'étais moi le produit d'une émigration structurelle. Parce qu'il fallait partir si on devait poursuivre ses études. Et ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est que dans la façon aussi dont on nous enseignait à l'école et même au niveau des parents, l'ambition à un moment donné, c'était de voir l'enfant partir parce que pour eux, c'était le seul moyen d'abord qu'il sorte de ce carcan et qu'il réussisse sa vie, et d'autre part qu'il puisse en retour aider à améliorer ce qu'il a laissé derrière. Donc, c'est cela qui, inconsciemment, a joué en moi et a développé très tôt en moi le désir de voyager. Et les Nations Unies m'ont permis d'aller partout. Voilà. Alors, ça revient les Nations Unies, vous avez fait 30 ans de carrière, c'est presque toute une vie. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué lors de votre carrière? Ce qui m'a marqué lors de ma carrière, c'est de voir en fait d'abord le déclin des ambitions que nous avions. Quand j'ai commencé, l'ambition de l'aide au développement, c'était le développement rapide de l'agriculture et de l'industrie dans des pays moins nantis et en Afrique en particulier. Puis ensuite, il y a eu les différentes crises financières qui ont traversé le temps et qui ont conduit plus ou moins à une révision des ambitions. Donc on nous a d'abord poussé vers l'ajustement structurel,
parce qu'on estimait que nos pays s'endettaient trop rapidement et avaient atteint un niveau qui ne leur permettait pas de soutenir le service de la dette et de pouvoir investir dans le développement des pays. Et donc on nous a dit qu'il fallait réorienter l'utilisation des ressources vers des secteurs qui étaient porteurs de croissance économique. Malheureusement, ça n'a pas vraiment répondu dans la plupart des pays. Et comme on avait, ce faisant, négligé un peu les services sociaux, l'éducation, la santé et autres, donc le standard de vie dans son ensemble a décliné. Et je dois dire que sur ce plan, on ne peut pas dire qu'on est avancé. Aujourd'hui, on parle de résilience. On doit être résilient, ça veut dire qu'on doit pouvoir s'adapter, on doit pouvoir supporter et s'ajuster à des changements climatiques, des crises politiques quand il y en a, crise économique quand il y en a. Donc, oui, on en est arrivé là. Mon plus grand regret, c'est qu'on n'ait pas pu continuer sur cette phase d'industrialisation rapide dans laquelle on voulait entraîner le monde au début des années 60-70. Et on s'en soit réduit à des rudiments pour pouvoir supporter des situations et asseoir des bases qui permettront, on dit, de relancer le développement. Donc ça, c'est mon plus grand regret. Mais sinon, sur le côté positif, bon, ce qui m'a marqué, c'est que les Nations Unies m'ont fait voyager à travers tous les continents, rencontrer des gens divers, établir des amitiés un peu partout et voir le monde. J'ai vu des situations différentes. J'ai vu que même quand on pense qu'on n'a rien, on peut faire quelque chose, puisque j'ai vu des pays le faire et j'ai pu les visiter. Et surtout, j'ai vu aussi que la diversité était une richesse énorme dans laquelle il fallait et sur laquelle il faut bâtir. Quand on se met ensemble, chacun avec différentes perspectives, mais en poursuivant un but commun, on avance. On avance. Et ça, c'est ce que je retiens, en fait, du brassage auquel j'ai eu à participer dans le cadre des équipes des Nations Unies qui ont travaillé avec moi et dans les pays où j'ai été affecté. L'autre chose qui m'a un peu aidé dans la réalisation des rêves que j'avais, c'est que les Nations Unies me donnaient quand même un certain couvert qui me permettait de m'exprimer d'une façon que je n'aurais pas pu faire si j'étais dans mon propre pays, dans une structure gouvernementale. Parce que ça me donnait un peu plus d'horizon pour pouvoir exprimer et faire des propositions. Et donc j'ai essayé de capitaliser autant que possible sur ça. Mais mon focus a toujours été diriger ça vers les jeunes et les femmes. Parce que pour moi, ce sont les deux forces qui existent dans nos sociétés et qui sont les bases sur lesquelles, si on veut construire un développement durable, on doit investir. Les jeunes et les femmes. Oui. D'accord. Et d'après vous, à quel stade on est, parlant de développement par rapport à la Casamance, par rapport au pays de manière globale? Bon, par rapport au pays, évidemment, nous nous retrouvons dans une situation difficile qui a été dépeinte de plusieurs façons, sous plusieurs angles, selon ce qui présente la situation du pays. Mais on doit reconnaître que nous sommes dans une situation difficile. Nous sommes dans un contexte où il va falloir des réajustements, il va falloir des restructurations. Donc nous avons un gouvernement qui nous a présenté un programme et une démarche pour pouvoir se faire. Et ce que je remarque dans cette démarche, c'est que nous retournons aux ambitions de développement agricole et d'industrialisation et le développement des bases, la création de bases pour un développement endogène, mais dans le partage avec les autres. Exactement. Parce que ce qu'il faut peut-être expliquer aux uns et aux autres, ce n'est pas tout seul qu'on va se faire. Exactement.
c'est bien qu'on dise aux autres, venez nous aider à nous réaliser de la façon dont on veut le faire. Mais nous devons pouvoir nous ouvrir aux autres et bien cibler, bien choisir les partenaires qui peuvent nous accompagner dans ce domaine. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas simplement pour le Sénégal, c'est pour l'Afrique. Il faut que notre voix porte un peu plus dans le monde. Et on ne peut pas porter notre voix plus dans le monde si nous n'avons pas une communauté d'intérêt et si nous ne mettons pas ensemble pour pouvoir faire valoir qui nous sommes. Donc, un des messages de ce livre, c'est à la jeunesse, pour leur dire, on n'a rien, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est rien. Très belle phrase. Voilà, on peut réaliser nos ambitions. Mais pour cela, il faut d'abord que nous prenions le temps d'apprendre, que nous fassions un apprentissage. On est trop pressé aujourd'hui. On va arriver trop vite là où on est. Je comprends que le monde est comme cela. Avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on montre, nous voulons émuler les autres. Mais les autres reposent sur une base qui a été construite et qui est assise depuis longtemps. Donc pour eux, ils peuvent se permettre le luxe de tenter des choses qui ne sont pas essentielles. Nous devons concentrer nos efforts vers ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel, c'est, on dit toujours nourrir nos populations. Mais pour nourrir, ce n'est pas... Ce qu'on veut, c'est réaliser le potentiel de nos populations. Et pour réaliser le potentiel de nos populations, il faut qu'on les aide d'abord à leur faire découvrir quel est leur potentiel. Et c'est pour cela que j'insiste beaucoup dans ce livre sur l'éducation. Voilà. Ça revient. Donc, moi, je tenais particulièrement à vous remercier par rapport à la description et surtout au fait que vous êtes revenu. C'est comme si on avait les premières pages plutôt, comme si on avait un cours d'histoire de la région de Ziguinchor, son évolution. Et j'aimerais aussi comprendre un peu sur ce qui s'est passé à Boudodi. Voilà, le fait que des familles soient déplacées du jour au lendemain. C'est vrai qu'il y avait des ambitions et tout, mais ce n'était pas bien régularisé. Bon, je ne peux pas dire que ça ne soit pas bien régularisé, puisque nous, en tant qu'enfants et jeunes, nous avons été tenus à l'écart des discussions qui ont eu lieu avant ce déguerpissement partiel du quartier de Boudodi. Je sais que moi, ça m'a marqué très profondément. Et de voir la maison de ma grand-mère mise par terre est quelque chose qui est resté avec moi à ce jour. Et qui a aussi renforcé mon ambition de faire quelque chose pour prouver que cette grand-mère, elle avait de la valeur. Donc, voilà. Il y avait un processus d'urbanisation, de création de logements modernes, à coût social à coût pas très élevé. Et donc ce quartier a été choisi par quelqu'un qui était à l'époque directeur de l'OHLM et qui était originaire en fait du quartier et qui, d'après ce que moi j'ai compris, avait des ambitions nobles. Il voulait que son quartier soit le plus joli. Bon, il n'avait pas bien fait la socio-économie de la zone pour comprendre que ses parents ne pourraient pas remplir les conditions d'éligibilité pour avoir des logements dans ce quartier renouvelé, remodelé, rénové. Et donc, bon, mais c'était un passage de ma vie qui m'a conduit d'un quartier à un autre, où une communauté a essayé de se reconstruire dans un nouvel environnement. Et bon, le temps que j'ai passé là-bas avant de quitter la région, le temps d'adaptation était compliqué, difficile. La cohabitation entre les uns et les autres a pris du temps pour se consolider, pour se cimenter. Et donc, je suis parti avec cette situation de ni début ni fin, en fait, enfin, ça c'est un peu l'anglicisme qui me guide. Et donc,
Pour moi, c'était un événement marquant. C'était un événement marquant, mais après, dans le cadre du travail que j'ai fait, aussi bien au ministère du Plan ici, au Sénégal, à mes débuts, qu'aux Nations Unies, j'ai compris la nécessité de temps en temps restructurer, remodeler l'habitat et recréer des conditions qui permettent une meilleure hygiène et une meilleure mobilité dans la ville. Mais cette expérience m'est restée. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a eu à accompagner les gouvernements dans un tel processus, on a pris du temps pour voir d'abord les assises sociales sur lesquelles reposaient les populations qu'on allait affecter et essayer de faire en sorte de leur permettre de se reconstruire par après. D'accord. Donc, une très belle carrière en tout cas. On note l'expérience, on note aussi l'homme de valeur que vous êtes. Donc, après votre retraite, vous vous êtes retrouvé comme consultant en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur cette étape-là de votre vie? Oui, j'ai terminé ma carrière des Nations Unies en Côte d'Ivoire. J'ai terminé avec les élections de 2010 en Côte d'Ivoire qui ont débouché sur une crise préélectorale. Et donc, je suis parti quelques mois avec l'installation définitive du président Alassane Ouattara. Donc, j'ai eu l'occasion de voir un peu comment on est passé de la crise à la reconstruction post-crise. Et j'ai tiré des enseignements assez utiles. Bon, le fait que j'ai été placé dans ce contexte et amené à y jouer un certain rôle, surtout dans la préparation des élections et dans la mise en place des outils pour gérer la crise et l'après-crise, ont fait que certains ont estimé que je pouvais encore rendre service là-bas. Je suis rentré ici, j'ai tenté une initiative qui a donné beaucoup d'espoir et puis après qui a foiré parce que le partenaire qui devait le financer au dernier moment a changé d'avis. Donc ça m'avait quelque peu désorienté, mais je dois avouer que me remettre ici en action, en service, a été difficile parce que je suis parti depuis 45 ans. Je suis parti en laissant des amis dont j'ai perdu beaucoup en chemin. Et ceux qui sont restés ici, je ne les voyais qu'un mois par an quand je venais en vacances. Donc ils ont construit leur vie, ont eu des familles que je connais à peine. Et donc j'ai été de facto déraciné. Bon, pour le pays, j'ai essayé évidemment de m'installer, d'installer ma famille. J'ai eu des expériences assez désagréables au début de ma carrière qui m'ont fait perdre de l'argent. Mais bon, j'ai toujours pensé revenir. Donc, mais je me suis rendu compte, comme je l'ai dit lors de la présentation du livre, que j'ai réalisé que ma vocation n'était pas d'être prophète dans mon pays, mais plutôt d'aller servir d'autres Africains dans d'autres contextes et d'apporter l'image avec moi, l'image du Sénégal ce faisant. Donc c'est ce que j'ai finalement conclu. Et donc toutes mes frustrations de ne pas avoir servi le Sénégal comme j'ai pu servir d'autres pays, je crois que petit à petit je commence à accepter cela parce que ça faisait partie de la mission. Pour ma toute dernière question, vous avez dit tantôt que l'accident à Misra a été le déclic. Qu'est-ce que vous auriez retenu par rapport à cela, à l'adversité de manière générale? Toute ma vie, j'ai vécu en fait dans l'adversité. Je vous ai dit que j'ai commencé par un accident médical. J'ai aussi rencontré des épreuves dans la vie. Et ce que j'ai retenu, c'est que d'abord, il ne faut jamais abandonner. Et il faut avoir la foi. Parce que c'est la foi qui m'a permis de sortir de cet accident. Déjà, dès l'avion, quand on me sortait, moi, je m'étais déjà projeté sur l'extérieur.
je m'étais déjà projeté sur l'avenir. Je rentrais vite parce que je devais retourner en Côte d'Ivoire pour un travail. Donc comme je ne pouvais pas le faire de la même façon, il fallait que je trouve une autre façon de contribuer pour ne pas retarder ce qui m'attendait. Donc c'était lent. Ce n'était que l'expression de la foi que Dieu a mise en moi et c'est cette foi qui m'a guidé. Donc l'importance c'est ça. On croit. Si on croit, une voie nous sera montrée pour aller de l'avant. D'accord. En tout Voilà. cas, Merci. c'est un réel plaisir de nous entretenir avec vous. J'aurais aimé avoir plus de temps parce qu'il y a tellement de questions qui se bousculent dans la tête. C'est vraiment un très très beau livre écrit. Je tenais aussi à insister sur l'écriture. Très belle plume, très explicite. On a un plaisir à parcourir les lignes. Merci pour ces descriptions. Tout est bien détaillé. On comprend aisément tout ce qui se dit. Quel serait votre mot de la fin? D'abord, de vous remercier, de remercier les éditions L'Harmattan qui ont pris le risque d'investir dans cet ouvrage. Un bel investissement aussi. Et donc de dire que c'est une trace que j'ai laissée. Donc ceux qui sont intéressés à vouloir partager cela sont encouragés à le faire. Et mon dernier mot, c'est vraiment remercier encore une fois tous ceux qui, à Ziguinchor, en Casamance, dans notre pays, parce que sans l'école publique de notre pays, je ne serais pas là aujourd'hui à vous parler, c'est de dire un grand merci à tous ceux-ci et leur dire que j'ai voulu partager l'exemple pour que, enfin mon expérience, pour que ça serve d'exemple aux autres. Et j'espère que la jeunesse, comme moi, prendra le temps d'apprendre et de se préparer à prendre des responsabilités par après. Il est toujours très difficile de donner encore quelque chose, bien de dire quelque chose après ces paroles-là. Nous retenons juste que c'est un livre magnifique qui retrace certes son expérience, son parcours, mais où tout le monde peut prendre comme exemple et surtout persévérer. Je retiens surtout ces mots-là de l'auteur, la persévérance peut nous mener à tout ce que l'on veut devenir dans la vie. Merci d'avoir suivi cette émission et à très bientôt.